Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Bienvenue pour ce séminaire sur le sommeil. On va parler pendant une petite demi-heure du bien-être au travail, de la performance et forcément de ce sujet qui me tient à cœur, le sommeil, qui est pour moi le pilier numéro un. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, si tout est good au niveau de la technique. Ah, j'ai Lilou qui se connecte avec moi pour la technique. Donc, bienvenue en tout cas à ce webinaire sur le sommeil. Je suis Barbara Gladine et je voulais vous faire un point sur un constat qui est quand même important. Alors là, aujourd'hui, on va plutôt parler des dirigeants et des entrepreneurs. Alors justement, dites-moi un petit peu qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt des entrepreneurs solopreneurs, des dirigeants, des managers, des salariés ou tout simplement un humain qui dort et qui essaye de bien dormir. Hop, j'ai un petit sondage qui se prépare. Voilà, toc. Je ne sais pas si ça fonctionne. Vous me dites si vous voyez les sondages apparaître. Tout simplement, aujourd'hui, 82% des chefs d'entreprise souffrent d'un trouble physique ou un trouble psychologique. Et 48% d'entre eux ont un trouble du sommeil. Donc, ça m'intéresse de savoir un petit peu vous, où vous en êtes par rapport à ça. C'est un constat qui est quand même alarmant parce qu'il y a quand même 2 dirigeants de PME qui se suicident tous les jours. Donc c'est pas un petit sujet, c'est un gros sujet et le contexte actuel, je pense, est d'autant plus important. Ça touche tout le monde et ça a un coût pour les entreprises qui est quand même important parce qu'aujourd'hui, en moyenne, on sait que par personne, ça coûte en moyenne 13 250 € par salarié le mal-être. La fatigue, c'est une personne sur 4 qui se trouve en détresse et ça correspond aujourd'hui à peu près à 20 jours par an de perdu par rapport à tout ce qui tourne autour du mal-être en entreprise. Et on le sait, un salarié qui est heureux, il va forcément être moins malade, il est moins absent, il est plus loyal, il est plus productif et plus créatif. Alors pourquoi aujourd'hui je souhaitais parler du sommeil parce que c'est quelque chose qui s'aggrave avec la surcharge mentale, l'hyperconnexion qui se complique avec la pression aujourd'hui de performance, toute cette fatigue décisionnelle qu'on peut avoir d'autant plus quand on est dirigeant, quand on est à son compte et qu'on a des choses à gérer. Et un dirigeant, s'il est fatigué, s'il n'a pas toute son énergie, ça va forcément avoir des conséquences sur son entreprise, sur sa stratégie, sur ses décisions. Ça influence aussi sa mémoire, son humeur. Tout conflit risque de dégénérer si on est fatigué. Ça influence son équilibre hormonal, son immunité, son vieillissement et même sa qualité de vie. Hein. Donc ça, c'est pas rien. Il y en a qui ont compris ça, des très très grands dirigeants comme Bill Gates, qui lui, il explique que la négligence de sommeil, ça nuit vraiment à la créativité. Et il a pris la décision de vraiment mettre ça dans sa vie, mais aussi auprès de ses collaborateurs. Car pour lui, ça agit vraiment sur son apprentissage, sa mémoire, sur sa santé cardiaque, sur sa santé cérébrale, sur sa santé mentale, sur son système immunitaire et même sur sa vie. Donc, vous voyez, les grands l'ont compris. C'est pas le seul. Le patron aujourd'hui d'Amazon, le fondateur d'Amazon, explique pourquoi lui, il oblige tous ses actionnaires à dormir minimum 8 heures. Parce que ça a des bénéfices sur leur santé, mais aussi sur celle de l'entreprise. Donc, les grands l'ont compris et quelques médecins, très peu, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très peu étudié. Il n'y a qu'une heure sur le sommeil en fac de médecine, donc il y a très peu de spécialistes, et un des plus grands s'appelle Dr Patrick Lemoine. Il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, notamment un livre qui s'appelle Dormir sans médicaments ou presque, que je vous recommande vraiment. Et pour lui, c'est vraiment le pilier numéro 1 de la santé et que dormir, c'est le premier médicament qu'on devrait prendre pour toute maladie. Il dit dormir, c'est vivre, mal dormir, c'est survivre. Et on y passe quand même un tiers
25 ans de notre vie à dormir et un tiers de la population souffre de troubles du sommeil aujourd'hui, donc c'est pas rien. Alors moi qui je suis Barbara Gladine, j'ai fondé la méthode Calme il y a plus de 4 ans et je me suis spécialisée dans les troubles du sommeil, du stress, des douleurs chroniques et des addictions. J'ai un parcours plutôt pharmaceutique parce que j'ai été préparatrice en pharmacie, déléguée pharmaceutique et assistante dans une grande pharmacie. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup de technologies, mais notamment la lumino-relaxation Pio. Donc, je voulais refaire un point déjà avec vous sur le sommeil. Qu'est-ce que c'est? Le sommeil, c'est vraiment un besoin primaire qui permet en fait de régénérer notre corps et qui va être une phase où on va perdre totalement la perception du monde extérieur, voire ou en tout cas très très légère. Et comme je vous disais tout à l'heure, on y passe en moyenne 25 ans de notre vie à dormir, donc c'est pas rien. Ce sommeil, il va être constitué de plusieurs cycles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de train du sommeil, de rater son train en tout cas, tout simplement parce que vous allez passer donc du stade de l'endormissement à l'endormissement lent, sommeil profond, sommeil paradoxal, une petite phase de latence avant de recommencer un nouveau cycle. Et ces cycles sont à peu près de 1h30 à 2 heures. Donc, si vous êtes fatigué et que pour X raison, vous n'allez pas vous coucher, vous risquez de perdre un cycle, donc de ne pas arriver à vous réendormir avant cette période de 90 à 120 minutes. Donc, ça va être une succession de cycles qui va se dérouler toute la nuit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans la phase lent, profond et paradoxale qu'on a les résultats les plus bénéfiques pour notre organisme. C'est là qu'on va réparer nos tissus, nos muscles, nos os, qu'on va renforcer notre système immunitaire, qu'on va aussi nettoyer toutes les toxines au niveau de notre cerveau. Donc, on le sait que ça a des conséquences énormes par rapport à l'Alzheimer et à tous les troubles cognitifs. Ça régule toutes les hormones, donc tout ce qui est thyroïde, cortisol, toutes les hormones liées au poids. Hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre de poids si on ne dort pas. C'est là aussi qu'on va consolider notre mémoire, mieux gérer nos émotions, prévenir l'anxiété, la dépression et donc tout ce qui va être autour du cognitif. Donc c'est une phase du sommeil extrêmement importante. Et on n'a forcément pas besoin du même nombre d'heures de sommeil dans sa vie. Un enfant qui est en train de grandir a besoin d'énormément de dormir. C'est aussi à cette période-là qu'on crée l'hormone de croissance. Donc c'est pour ça qu'un petit peut avoir besoin de 19 heures de sommeil dans les premiers mois de sa vie. En général, un adulte a besoin d'entre 7 et 9 heures de sommeil pour être en bonne santé. On le sait aujourd'hui, en dessous de 7 heures de sommeil, il n'y a que 1% de la population qui ne peut ne pas avoir de séquelles et de conséquences sur sa santé. Donc c'est important de respecter son cycle. Souvent, ce que je conseille, c'est quand vous êtes en vacances, que vous n'avez aucune contrainte horaire, ne mettez pas de réveil et regardez à quelle heure vous vous réveillez. Si vous êtes vraiment dans le noir, sans bruit, sans contrainte, combien d'heures vous dormez si vous n'avez aucune contrainte. Là, ça va vous donner une indication. Peut-être que vous dormez d'ailleurs, vous pouvez peut-être me dire d'ailleurs combien d'heures vous dormez par nuit. Aujourd'hui, concrètement, alors je sais qu'il y a la canicule, hein, donc ça aide pas du tout. Est-ce que voilà, c'est plutôt la grande cata ou ça va? Moins de 5 heures, 5-6 heures, 6, 7, 8. En général, les gens que j'accompagne, c'est souvent trop peu. Donc, c'est vraiment important de le privilégier et essayer d'écouter votre cycle, mais de toujours avoir l'optique de minimum 7 heures. C'est très important. Alors, le sommeil, il est dû à deux processus principaux. Le premier, c'est un processus qu'on appelle homéostasique. En gros, vous allez induire une pression de sommeil tout au long de la journée en produisant de l'adénosine. C'est comme si vous aviez un petit sac de billes vide, un petit sac que vous allez remplir au fur et à mesure de billes, qui fait qu'à un moment donné, il va de plus en plus lourd et vous avez donc cette pression de sommeil qui va se faire. Et la nuit, le petit sac de billes, il se vide et vous repartez à zéro le lendemain. Et le deuxième processus, c'est le circadien. Alors en fait, on peut l'appeler le cycle jour-nuit aussi. C'est le fait que vous soyez plutôt actif et en mouvement la journée et fatigué et en sommeil la nuit. Tout simplement parce que le soleil
vient dire à votre cerveau que c'est le jour et que vous devez être en forme. Et c'est souvent ça le problème, c'est que on est fatigué en journée et par contre, des fois, on n'arrive pas à s'endormir la nuit. On le vit aussi pendant le décalage horaire. Pendant les voyages, des choses comme ça, on a ce fameux cycle circadien qui est cassé. Et comme on le dit tout à l'heure, tout est une question de cycle qui se répète. Vraiment, le sommeil, c'est comme une horloge, donc c'est important d'en tenir compte dans les solutions pour mieux dormir. Les conséquences d'un mauvais sommeil, elles sont vraiment très très nombreuses. C'est de la fatigue qui va devenir chronique, c'est des troubles de la mémoire et de la concentration. Je vous le disais, aujourd'hui, le manque de sommeil a des conséquences terribles au niveau des troubles cognitifs et notamment au niveau de l'Alzheimer et toutes les pathologies qui y ressemblent. C'est plus de risques d'irritabilité, d'anxiété, c'est une humeur qui peut être voilà, forcément moins stable. C'est un risque énorme de dépression. Et puis en plus, la dépression peut aussi recréer des troubles du sommeil, donc ça c'est vraiment quelque chose à surveiller. C'est plus de risques d'hypertension, de tous les troubles métaboliques comme le diabète. Les douleurs chroniques peuvent s'amplifier, d'autant plus qu'elles aussi vont vous empêcher de dormir, donc on est aussi dans un cercle qui peut être vicieux. C'est plus de risques de chute, donc perte d'autonomie, c'est un vieillissement prématuré, c'est une altération de la qualité de vie. Hein. Souvent, on est plus fatigué, donc on se sociabilise moins. Et c'est aussi plus de risques de consommation d'hypnotiques qui n'arrangent rien. Et les causes sont un peu nombreuses. Souvent, elles peuvent être dues à de l'apnée, du sommeil, à des jambes sans repos. On sait aujourd'hui que le vieillissement aggrave les problèmes de sommeil parce que on se dérègle en termes d'horaire, on n'a plus besoin de mettre de réveil, donc on a tendance un petit peu aussi des fois à déborder. On fait plus de siestes en étant en retraite âgée, donc on dort un peu moins bien, on a les hormones, on a des fois les problématiques de prostate pour les hommes, mais sans aller sur la personne âgée, il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui dorment pas et notre vie trop sédentaire, trop enfermée, pas assez la lumière, énormément d'écrans et donc de lumière artificielle. Ça, c'est aujourd'hui un vrai sujet. Tout ce qui va être consommation de thé, de café, de Coca-Cola, de Red Bull, ça, on le sait, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. Mais il y a aussi le chocolat. Si vous le saviez pas, c'est vraiment à éviter l'après-midi et le soir. La dépression, comme je vous le disais, et les douleurs peuvent aussi provoquer des troubles du sommeil. Donc, ce que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est quand même des solutions parce que c'est important pour vous, pour votre santé, et puis on l'a vu pour votre entreprise ou vos projets. Donc, mon premier conseil, c'est pas forcément le plus facile, mais c'est d'essayer de vous mettre vraiment d'être dans la régularité. Si on est régulier, on sait qu'on a moins de risques de créer de l'insomnie. Donc, de se coucher à des heures régulières et essayer de se lever aussi à des heures régulières, même si on a eu un événement. Voilà, on a le droit aussi d'avoir une vie sociale, mais c'est vrai que de faire la grande grasse matinée, par exemple, n'est pas du tout recommandé. Ça pourrait même créer des migraines et des troubles chez certains types de personnes. Donc, on dit qu'il faudrait éviter d'avoir plus d'1h30 à 2 heures de décalage par rapport à vos horaires habituels. Donc peut-être mieux se forcer à se lever, même si on est fatigué, quitte à se coucher un petit peu plus tôt ou à faire une petite sieste. S'exposer un maximum à la lumière du jour. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et je vous ai mis des petits ronds BG, Barbara Gladine, pour vous dire à quel sujet moi je peux éventuellement vous accompagner sur ça pour substituer, parce qu'on est dans des régions souvent où malheureusement on manque de lumière, ou quand il y a trop de lumière, du coup on se cache et on a tout fermé nos volets. Donc finalement on n'est pas tant que ça au soleil malgré la météo du moment. Donc avant 17h, parce que c'est vraiment important que votre cerveau il comprenne que là c'est le jour et qu'il doit être en forme. Être en mouvement, ça paraît facile d'être en mouvement 30 minutes par jour, mais moi dans mes consultations, je me rends compte qu'on est quand même beaucoup sur un bureau, on est en voiture, on est en train de manger, mais on n'est pas souvent en train de bouger. Donc ça peut être faire du sport, mais ça peut être aussi faire de la marche, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, c'est faire du jardinage, du ménage, peu importe, d'être en mouvement au minimum 30 minutes par jour. Et ça, idéalement, au moins 3 heures avant le coucher. Donc, c'est vrai que si vous êtes du genre à faire du sport après la journée de boulot, c'est mieux que rien, mais ça va peut-être pas vous aider à bien dormir. Donc, attention. Il faut peut-être mieux mettre le réveil un petit peu plus tôt le matin. Surtout en ce moment à la fraîcheur.
Donc justement, la température, on le sait, ça a un impact énorme sur le sommeil. Donc là, clairement, en ce moment, c'est très difficile d'avoir une température adéquate, sauf si vous êtes équipé d'un climatiseur. Mais en tout cas, l'hiver, ne mettez pas trop de chauffage dans votre chambre. Essayez d'avoir une température le plus fraîche possible pour vous aider à vous endormir. Et mon point numéro 5, c'est un point où je sais qu'on peut agir assez facilement et qui est vraiment important, c'est de pas de lumière ni de bruit dans une chambre. Donc par exemple, le concept des veilleuses pour les petits, c'est souvent un peu une aberration parce que la lumière bleue, elle vient dire à votre cerveau que c'est le jour et que on doit être réveillé. Donc on vient stopper la production de l'hormone du sommeil à ce moment-là. Donc pas de veilleuse, pas de petites lumières d'écran de télé ou de choses comme ça qui pourraient rester. Essayez de mettre vraiment des rideaux qui occultent totalement pour avoir toutes les meilleures chances de ne pas arrêter la création de votre hormone de sommeil. Et pas de bruit, parce que même si vous ne les entendez plus, parce que vous êtes habitué au ronflement de votre conjoint, parce que vous êtes habitué aux voitures qui passent dans la rue, etc., sachez que ça vous crée des micro-réveils qui sont inconscients, mais qui viennent fatiguer votre corps. Et on le sait par exemple qu'il y a énormément plus d'AVC sur des personnes qui dorment avec du bruit et des réveils, des micro-réveils inconscients. Donc si c'est un bruit blanc type le frigo, éventuellement même une télé, j'ai envie de dire, c'est presque moins gênant si il n'y a pas la lumière de la télé pour le coup. Par contre, tout ce qui va être ponctuel, comme une voiture, un klaxon, un ronflement par intermittence, là, c'est vraiment à éviter. Donc, bouchon d'oreille ou chambre à part. Moi, je dis souvent que la chambre, elle sert à dormir et aux relations sexuelles, mais pas pour être embêté par le bruit ou les mouvements du partenaire. Donc, comme je disais aussi tout à l'heure, pas de café, de thé, de Red Bull, de Coca-Cola, de chocolat après 13 heures pour beaucoup de profils et jamais, jamais, jamais après 17 heures. Ne pas manger trop en quantité importante, trop gras le soir, on évite l'alcool. C'est clairement des choses qui vont être pour vous quelque chose d'important sur la qualité de votre sommeil. Si vous êtes en train de digérer, vous allez forcément moins bien dormir. Donc, essayez de manger plus light, de manger un petit peu plus tôt à l'anglaise, ça sera une très bonne chose. Éviter les écrans, c'est surtout quand on est à notre compte et qu'on a du mal à déconnecter, c'est hyper important parce que les écrans sont enrichis en lumière qui viennent justement arrêter la production d'hormones du sommeil. Donc soit vous pouvez mettre des filtres au maximum, peut-être que je sais qu'il existe des lunettes, mais si vous pouvez vous mettre aussi des règles de dire bon bah voilà, le soir c'est pas fait pour les écrans, vous allez y gagner énormément et du coup forcément être plus efficace aussi en journée et être plus productif sur les autres heures de votre journée. Allez vous coucher dès les premiers signes du sommeil. Je sais que c'est pas toujours évident, mais quand vous sentez que ça pique du nez, allez-y. Sinon, vous allez perdre ces fameuses 1h30, 2 heures avant que le prochain train passe. On a la chance d'être sur aujourd'hui plutôt du streaming où vous pouvez faire un pause et reprendre n'importe quand votre film. Donc, ne forcez pas. Si vous êtes fatigué, stop la série, stop le film et allez vous coucher. Votre corps vous réclame du sommeil, alors allez-y. Évitez de faire les siestes trop longues. Moi, je suis une spécialiste des siestes qu'on appelle les turbo-siestes de 5, 10 minutes, 15, 20 minutes. Voilà, c'est déjà très, très bien. Parce que si vous commencez un cycle et que vous allez sur 1h30, 2 heures de sommeil, et ben pour le coup, vous allez être vaseux, vous n'allez pas être bien. Et en plus, vous risquez derrière de moins bien dormir la nuit. Donc ça, c'est aussi important. Pareil, alors mon point numéro 11, ne pas associer le lit à l'insomnie. Si vous ne dormez pas, et que c'est quand même quelque chose de chronique chez vous, je vous conseille de sortir de votre lit. Allez faire autre chose. Allez bouquiner dans votre fauteuil, dans votre canapé. Parce que si vous restez dans votre lit tout le temps, constamment, en train d'attendre que ça arrive et que ça devient obsessionnel, vous allez associer à l'insomnie et ensuite on aggrave la problématique inconsciente de voilà, il est encore tard, je suis encore pas en train de dormir et ça devient associer la chambre à l'insomnie. Donc vraiment, il faut mieux sortir et aller faire autre chose. C'est ok. Il y a des techniques comme la cohérence cardiaque qui fonctionnent très très bien. Je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent. C'est une respiration en 2 temps. On va inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. Et l'idée, c'est d'avoir un rythme qui correspond à une respiration
6 cycles par minute, donc de 10 secondes. Donc moi, je conseille, par exemple, d'inspirer sur 4 et de souffler sur 6. Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer avec des capteurs qui permettent de concrètement voir les résultats sur son système nerveux central, donc en fait votre petit pilote automatique, et ça fonctionne vraiment très bien. Il y a aussi des solutions naturelles, comme certaines plantes qui fonctionnent bien, et dont la valériane, qui est une des rares plantes avec des tests scientifiques. Ça a été prouvé, il y a pas mal d'études qui montrent que la valériane aurait un impact positif sur le sommeil. Il y a aussi la mélatonine, donc qui est un précurseur de l'hormone du sommeil qui peut aussi être pris en additionnel en fonction de votre profil, plutôt à libération prolongée ou pas, mais c'est des techniques plutôt naturelles. L'activité physique douce, ça c'est indéniable, on sait que ça fonctionne bien. Beaucoup de troubles du sommeil sont dus à l'insécurité, à des stress, des choses parfois inconscientes. Et on sait que l'EMDR, par exemple, va très bien fonctionner dans beaucoup de problématiques liées au sommeil. Et toutes les techniques qui viennent travailler la rumination, le stress, le petit vélo qui tourne dans la tête, donc tout ce qui tourne autour de la relaxation, c'est vraiment très bénéfique. À l'opposé de la méditation, où là, je vais vous conseiller de absolument pas faire de méditation, parce que ça vient au contraire. Alors, vous pouvez méditer, pardon, la journée, mais le soir au coucher et la nuit, on va éviter parce que ça vient mettre votre cerveau en conscience, ça vient le mettre en activité et donc vous empêcher totalement de vous le relaxer, de vous détendre. Donc, le soir, on va faire des relaxations. Le matin, on pourra éventuellement, si vous maîtrisez le sujet, faire de la méditation. Et le point numéro 6, on l'a vu aussi, exposition au maximum à la lumière pour bien vous recaler sur le fameux cycle jour-nuit, le cycle circadien. Alors moi, je travaille principalement avec un outil qui est juste incroyable, ça s'appelle la technologie PSIO, PSIO, le petit yoga de l'esprit, qui est un concept très innovant qui va utiliser 2 technologies principales, la luminothérapie et la vibration acoustique. On va donc avoir de la lumière, des sons et des vibrations. On va travailler sur toutes les stimulations sensorielles. Alors la luminothérapie, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui date d'avant Jésus-Christ. Déjà à l'époque de Ptolémée, ils avaient remarqué qu'en tournant des roues en bois, on avait un effet distrayant des rayons de lumière qui passaient par là. Donc ça avait un effet sur la relaxation. Les premières études scientifiques, elles sont récentes, elles datent des années 2000, où en 2001, l'université de Thomas Jefferson découvre que ce sont des fréquences de lumière très spécifiques, entre 450 et 475 nanomètres, qui va inhiber la fameuse hormone du sommeil, la mélatonine. Donc c'est un bleu très clair. En 2002, on s'est rendu compte que c'était pas capté par les yeux, mais par des petites cellules ganglionnaires qui étaient derrière les yeux et qui sont non visuelles. C'est pour ça que la plupart des aveugles, par exemple, vont quand même avoir un cycle jour-nuit comme nous. Donc on n'a pas besoin de voir la lumière pour qu'elle soit efficace. C'est pour ça que la nuit, c'est important de fermer toute petite lumière et tout occulter, parce que même paupières closes, vos yeux vont capter ces pigments. En 2005, on a prouvé que ces fréquences de lumière-là, elles avaient un impact sur votre vigilance, sur la mémoire, sur le temps de réaction, sur le processus cognitif et toutes les capacités d'apprentissage. Et en 2014, l'université de Stanford a prouvé que c'était encore plus efficace d'avoir ces mêmes lumières, mais en lumière pulsée plutôt qu'en lumière continue. Et c'est comme ça que la technologie PSIO a été inventée en termes de turbo-sieste. On va utiliser donc ces fréquences de lumière en système pulsé. Et là, c'est pour vous montrer que cette pulsation, elle va agir donc sur des petits bâtonnets non visuels et ça va se permettre de stimuler la glande pinéale. Donc, pour stopper l'ennemi numéro 1 du sommeil, la rumination, ce fameux petit vélo qui tourne dans la tête, l'idéal, c'est donc de faire des séances le soir au coucher pour venir apprendre à votre cerveau à lâcher prise. Et aujourd'hui, on le sait que c'est extrêmement puissant pour réapprendre au cerveau finalement à se réendormir et à venir taire toutes ces pensées qui vous... D'ailleurs, ça me fait penser... Mettez toujours un calepin près de votre lit
pour noter toutes nos super pensées qu'on a la nuit, pour éviter que ça vous mouline toute la nuit. Voilà, le petit stylo, le calepin, c'est aussi une très très bonne astuce et que l'ajoute. Par rapport aux lumières dont je vous ai citées, toutes les fréquences qu'utilise la technologie Psio, donc qui se trouve dans une petite paire de lunettes comme ça, va être dans ce qu'on appelle des longueurs d'onde totalement inoffensives pour les yeux, parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle le spectre visible, et donc il n'y a aucun ultraviolet, aucun infrarouge. Donc c'est totalement inoffensif pour les yeux, même les plus fragiles, même avec des pathologies oculaires. Et cette technologie de luminothérapie au niveau donc du visage va pouvoir également s'associer avec de la stimulation en vibration acoustique grâce à 2 transducteurs qui vont induire des vibrations très spécifiques, basse fréquence, pour avoir une action sur la vasodilatation et la microcirculation. Donc, on va avoir une meilleure circulation sanguine, un meilleur échange de toutes nos molécules et surtout aussi un nettoyage, une évacuation de toutes les toxines qui va être vraiment très appréciée. Et cette stimulation va également aider à diminuer la douleur. Ça a un effet antalgique. Comme beaucoup de kinés utilisent des ultrasons, par exemple, pour la douleur, et bien, cette technique va énormément soulager. Donc, cette technologie, finalement, elle peut avoir aussi bien des séances pour stopper la rumination, pour recaler le sommeil, pour travailler la méditation, mais surtout les fameuses turbo-siestes pour donc là qu'on va faire par exemple le matin au réveil si on est fatigué ou entre midi et 2 pour se régénérer, se donner de la concentration, de la vigilance et stopper en même temps ces pensées ruminantes. Donc on vient finalement avec une séance de 5-10 minutes apporter l'équivalent de café sans l'effet de la caféine. Et donc, on est plus performant. Et c'est dans ce concept-là que moi, j'accompagne les entreprises à créer des salles de ressourcement pour que les collaborateurs puissent faire des pauses efficaces de 5-10 minutes en termes de relaxation mentale et physique, repartir en énergie et donc éviter les coups de barre, éviter aussi les accidents du travail. Si vous êtes des fois en voiture, des choses comme ça, reposer les yeux quand on est beaucoup sur un ordinateur et donc être plus performant, être plus efficace tout le reste de la journée. Prendre des meilleures décisions. Et j'organise aussi donc des ateliers, des conférences, des prestations bien-être pour diminuer le stress, avoir une action vraiment préventive et amélioration donc, du burn-out, réduire l'absentéisme et améliorer aussi tout ce qui va être tourné autour du climat du travail et la confiance en soi. J'ai eu la chance de travailler déjà avec de nombreuses entreprises, que ce soit des toutes petites ou des très grandes, comme vous pouvez en voir. Donc, ma prestation phare, c'est les pauses de lumino-relaxation, donc en turbo-sieste, avec une séance musicale qui va apporter toutes les fréquences pour améliorer la concentration, la vigilance et l'énergie, qui peuvent durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, en fonction du temps qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment très apprécié. Des séances donc en vibration acoustique seule ou associée avec la luminothérapie pour avoir une détente corporelle cette fois-ci, plutôt kinésio. Et éliminer les toxines. J'ai aussi des ateliers pour mesurer le stress oxydatif parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, si on ne dort pas bien, on a forcément une oxydation cellulaire prématurée. Et aujourd'hui, j'ai un joli outil qui permet de concrètement mesurer la protection et l'oxydation prématurée liée à l'alimentation, à l'hygiène de vie, mais aussi au sommeil auprès des collaborateurs. Donc, c'est un outil qui donne un résultat visible et donc qui permet d'être dans la pédagogie et donc dans la prévention. Ça plaît beaucoup. Des ateliers sur la cohérence cardiaque, où là, c'est pareil, on va donner des clés pour que les collaborateurs et les équipes puissent trouver des solutions concrètes et qui pouvoir refaire à la maison. Donc, c'est un petit capteur qui va se mettre au niveau du globe oculaire de l'oreille et qui permet de montrer concrètement que telle ou telle respiration va avoir un impact physiologique sur tous les organes du corps gérés par le fameux pilote automatique. Des ateliers sur la confiance en soi et qui sont géniaux pour améliorer le climat de la société avec des ateliers pour prendre soin de sa peau et c'est un moment génial qui plaît également beaucoup. Et puis des choses plus classiques comme des massages sur chaise ou des massages sur table. Donc j'espère que
toutes ces informations vous ont permis de retrouver peut-être des astuces et des clés pour mieux dormir. Ouais, je vois qu'il y en a quand même pas mal qui dorment moins de 6 heures par nuit, hein, donc c'est quand même pas rien. Je vous ai pas demandé d'ailleurs hop, si vous preniez des cafés, des thés par rapport à ce qu'on a vu. Si vous êtes du genre à boire toute la cafetière pour arriver à vous en sortir, souvent c'est aussi des signes qu'il est temps de prendre soin de vous. Et la deuxième question que je pose souvent, c'est comment vous réveillez le matin? Parce que j'ai des gens qui me disent ah, moi je dors bien, mais je suis crevée dès le matin. Donc non, c'est peut-être que vous dormez pas si bien que ça. Si vous êtes fatigué la journée, que vous voudrez être fatigué dès le matin, il est temps de prendre soin de vous. Tac. Merci beaucoup pour votre écoute, est-ce que vous soyez en live ou en replay. N'hésitez pas à vraiment prendre un rendez-vous en ligne avec moi pour faire le point. Je vous l'offre. On prend 20 minutes pour faire un point sur vos besoins personnels ou ceux de vos collaborateurs ou de vos entreprises. Je m'adapte vraiment aussi bien aux particuliers qu'aux pros. Donc, à bientôt pour cet échange. Prenez soin de vous. Il existe toujours des solutions.